Le syndrome de l'intestin irritable est caractérisé par une gêne ou une douleur abdominale récurrente accompagnée par au moins deux des éléments suivants. Soulagement par la défécation, associé à un changement de la fréquence des selles ou de la consistance des selles. La cause en est inconnue et la physiopathologie est incomplètement comprise. Le diagnostic est clinique. Le traitement est symptomatique, associant une prise en charge diététique et un traitement médicamenteux, dont des anticholiques. Facteurs physiologiques. Une variété de facteurs physiologiques semble être impliqués dans les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Ces facteurs comprennent altération de la motilité intestinale, augmentation de la sensibilité intestinale, hyperalgésie viscérale. Divers facteurs génétiques et environnementaux. Il existe une hypersensibilité à des volumes normaux de gaz intraluminal, ainsi qu'une exacerbation de la perception douloureuse en présence de gaz intestinaux en quantité normale. Ceci peut résulter d'un remodelage des voies neurales de l'axe cerveau-intestin. Certains patients, peut-être 1 sur 7, ont l'impression que leurs symptômes de syndrome de l'intestin irritable ont débuté après un épisode de gastro-entérite aiguë, appelé syndrome de l'intestin irritable post-infectieux. Un sous-groupe de patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable a un dysfonctionnement végétatif. Cependant, de nombreux patients n'ont aucune anomalie physiologique détectable. La constipation peut être expliquée par un transit colique lent et la diarrhée par un transit colique rapide. Certains patients souffrant de constipation ont moins de contractions intestinales propagées de grande amplitude, celles-ci propulsant le contenu colique sur plusieurs segments du côlon. Inversement, un excès d'activité motrice du sigmoïde, l'inconfort abdominal postprandial peut être attribué à un réflexe gastrocolique exagéré, la réponse motrice du côlon à un repas, à la présence de contractions propagées de grande amplitude, à une hyperalgésie viscérale ou à une association de ces facteurs. L'ingestion de graisse peut augmenter la perméabilité intestinale et exagérer l'hypersensibilité. L'ingestion d'aliments riches en oligosaccharides fermentés cibles, de disaccharides, de monosaccharides et de polyols, collectivement appelés FODMAP, mal absorbés dans le grêle peut augmenter la motilité et les sécrétions du côlon. Les fluctuations hormonales affectent les fonctions intestinales chez la femme. La sensibilité rectale est augmentée pendant les règles, mais pas pendant les autres phases du cycle menstruel. Les effets des stéroïdes sexuels sur le transit gastro-intestinal sont faibles. Le rôle de la pullulation bactérienne. Facteurs psychosociaux. Les anomalies psychologiques sont fréquentes chez les patients souffrant de syndrome de l'intestin irritable, en particulier chez ceux ayant recours aux soins médicaux. Certains patients ont des troubles anxieux, en particulier attaques de panique, dépression ou de somatisation. Les troubles du sommeil sont également présents. Cependant, les périodes de stress et de conflits émotionnels ne coïncident pas toujours avec le début ou la réapparition des symptômes. Certains patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable semblent avoir un comportement symptomatique aberrant, c'est-à-dire, ils expriment leurs conflits émotionnels sous forme de symptômes gastro-intestinaux, habituellement des douleurs abdominales. Le médecin examinant un patient porteur de syndrome de l'intestin irritable, surtout si les symptômes sont réfractaires, doit rechercher des conflits psychologiques non résolus, dont la possibilité. Symptomatologie du syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable tend à débuter à l'adolescence et au cours de la vingtaine, puis les symptômes évoluent par poussée, réapparaissant par période de façon irrégulière. Le début à un âge avancé est moins fréquent. Il est inhabituel que les symptômes du syndrome de l'intestin irritable réveillent le patient pendant son sommeil. Les symptômes sont souvent déclenchés par des aliments ou par le stress. Les patients présentent un inconfort abdominal, de présentation variable, mais souvent situé dans la partie basse de l'abdomen, stable ou à type de grand P lié à la défécation. En outre, la gêne abdominale est chronologiquement associée à des modifications de la fréquence des selles, augmentée dans le syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée prédominante et diminuée dans le syndrome de l'intestin irritable avec constipation prédominante, et de leur consistance, c'est-à-dire molle ou grumeleuse ou dure. La douleur ou l'inconfort liés à la défécation ont probablement une origine intestinale, alors qu'en cas d'association à l'exercice physique, à un mouvement, à la miction ou la menstruation, il s'agit habituellement d'une autre cause. Bien que le type de transit intestinal soit habituellement relativement constant chez la plupart des patients, il n'est pas rare chez certains patients de voir alterner les épisodes de constipation et de diarrhée. Les patients peuvent également avoir des anomalies de l'évacuation des selles, efforts de poussée, urgences défécatoires ou sensations d'évacuation incomplète, des émissions de mucus, ou se plaindre de ballonnement ou de distension abdominale. De nombreux patients ont également des symptômes diagnostiques du syndrome de l'intestin irritable. Bilan clinique.
basée sur les critères de Rome, dépistage des causes organiques au moyen d'examens biologiques simples et d'une sigmoïdoscopie ou d'une coloscopie. Autres examens en cas de signe d'alarme: rectoragie, perte de poids, fièvre. Le diagnostic de maladies inflammatoires de l'intestin repose sur les caractéristiques du transit intestinal, la chronologie et les caractères de la douleur, et l'exclusion des autres maladies possibles grâce à l'examen clinique et à des tests diagnostiques complémentaires de routine. Signes d'alarme: les tests diagnostiques doivent être plus étendus lorsque les signes d'alarme suivants sont présents, soit initialement, soit à tout moment. Diagnostic différentiel: les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable pouvant développer une pathologie organique, des examens à la recherche d'autres pathologies doivent également être envisagés chez les malades, chez qui apparaissent des symptômes d'alarme ou des symptômes nouveaux au cours de l'évolution du syndrome de l'intestin irritable. Les maladies fréquentes qui peuvent être confondues avec le syndrome du côlon irritable, avec constipation, comprennent intolérance au lactose, diarrhée induite par les médicaments, syndrome post-cholécystectomie, abus des laxatifs, maladies parasitaires, PX, giardiase, gastrite ou entérite à éosinophile. Diagnostic différentiel: les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable pouvant développer une pathologie organique, des examens à la recherche d'autres pathologies doivent également être envisagés chez les malades, chez qui apparaissent des symptômes d'alarme ou des symptômes nouveaux au cours de l'évolution du syndrome de l'intestin irritable. Les maladies fréquentes qui peuvent être confondues avec le syndrome du côlon irritable, avec constipation, comprennent intolérance au lactose, diarrhée induite par les médicaments, syndrome post-cholécystectomie, abus des laxatifs, maladies parasitaires, PX, giardiase, gastrite ou entérite à éosinophile, colite microscopique, pullulation. Cependant, une diverticulocolique non compliquée n'entraîne pas de symptômes et ne doit pas être considérée comme responsable du tableau clinique. La distribution bimodale de l'âge des patients souffrant de maladies intestinales inflammatoires chroniques rend impérative la recherche de ces maladies chez le patient jeune ou d'âge avancé. Chez le patient de 60 ans avec symptomatologie aiguë, il faut penser au diagnostic de colite ischémique en cas de constipation, et en l'absence de toute lésion anatomique, il faudra rechercher une hypothyroïdie et une hypercalcémie. Si les symptômes du patient suggèrent une malabsorption, la sprue tropicale, la maladie cœliaque et la maladie de Hippel doivent être évoquées. Enfin, les pathologies de l'exonération doivent être considérées comme une cause possible de constipation chez le patient qui décrit des efforts excessifs de défécation. Causes rares de diarrhée comprennent l'hyperthyroïdie, le cancer médullaire de la thyroïde ou le syndrome carcinoïde, le gastrinome et le vipome. Cependant, ces causes de diarrhée sont généralement accompagnées de volumes de sel 1000 ml par jour. Traitement du syndrome de l'intestin irritable: soutien et compréhension, alimentation normale, évitant les aliments producteurs de gaz ou entraînant une diarrhée, augmentation de l'apport en fibres et en eau en cas de constipation, thérapie médicamenteuse dirigée contre les symptômes prédominants. Alimentation en général: un régime alimentaire normal est possible, les repas ne doivent pas être trop copieux, pris régulièrement et dans le calme. Le malade qui a une distension abdominale et des flatulences peut tirer bénéfice d'une réduction, voire d'une éviction des haricots, des choux et des autres aliments riches en glucides fermentescibles. Diminuer la prise des édulcorants sorbitol, mannitol, fructose, qui sont des constituants d'aliments naturels ou transformés. Jus de pomme ou de raisin, banane, noix, raisin, peut également réduire les flatulences, le ballonnement et la diarrhée. Le patient présentant des signes d'intolérance au lactose doit réduire ses apports en lait et en produits laitiers. Les patients peuvent essayer de réduire leur consommation des catégories alimentaires précitées, un à la fois, et noter l'effet sur leurs symptômes. Le patient doivent être encouragés à boire plus de liquide. Des suppléments de fibres alimentaires peuvent ramollir les selles et faciliter l'évacuation. Un mucilage hydrophile de psyllium avec 2 verres d'eau peut être utilisé. Cependant, l'utilisation excessive de fibres peut entraîner un météorisme et une diarrhée. Les doses de fibres doivent être individuelles.